Donc, je vous inviterai à vous avancer. Olivier Amand, Ludovic Joss et Yuna Chifolo. Pour ce dernier temps, circuit court face aux incertitudes, discussion sur la résilience et la robustesse. Voir comment ces deux notions viennent dialoguer. Ludo, je te passe le micro. Rebonjour. Donc, toujours Ludovic Joss. Donc, moi, je suis paysan fromager, je pense, avec ou sans CAP. Dans le centre Morbihan, pas loin de chez Amélie, justement. On se connaît. Du coup, à la Croix-et-Léon, dans le Morbihan, c'est à 80 km à l'ouest de Rennes. Donc, avec ma compagne Marie-Ève, on s'est installé en 2010 en brebis laitière, qui à l'époque en Bretagne était une production assez nouvelle quand même. Brebis laitière avec transformation de tout le lait à la ferme. C'était un choix. On s'est installé après mon père qui lui était en vache laitière circuit long sur une ferme de 25 hectares. C'était un choix, nous, de partir en vente directe. On ne voulait pas dépendre des cours mondiaux. On voyait, j'ai vu mon père travailler. Qui a gagné de l'argent, heureusement, ces 10 dernières années en désintensifiant son système. Mais on est toujours à la merci du cours du prix du lait, quoi. Donc nous, on voulait se déconnecter de ça en vendant nous-mêmes notre production, mais on ne se rendait pas compte de tout le boulot que c'était et toutes les compétences qu'il y avait à acquérir. On avait les compétences techniques d'élevage, de transformation, mais par contre, je pense qu'on ne réalisait pas ce que ça impliquait en termes de vente. Je pense que sur la ferme, grosso modo, on ne l'a pas chiffré, mais c'est un tiers du temps de travail sur la production, un tiers du temps de travail sur la transformation et un tiers du temps sur la vente, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, on est 4 associés sur 35 hectares. Et donc toujours pareil, brebis laitière, on transforme à peu près, il faudrait transformer 30 000 litres de lait dans l'année pour se dégager un revenu correct. Et des activités annexes, porc, vaches allaitantes, voilà. Et donc, très vite, nous, on a toujours fait partie des réseaux Sivam, dans les GAB. Et avec les collègues producteurs, en 2012, on a créé Click Tabarouette, qui est un drive fermier sur le pays de Pleurmel. Et donc, du coup, avec 6 ou 7 fermes de notre coin, on a créé ce drive fermier. Et donc la thématique là, c'est sur l'adaptation au changement. Donc la première grosse crise, Laurence en a parlé tout à l'heure, c'est le Covid. Enfin, pour moi, ça n'a pas été un traumatisme, hein, le Covid. Je ne l'ai pas vécu du tout comme un traumatisme. On était confiné sur 30 hectares, donc ça va. Donc du coup, nous, le gros bouleversement, c'est que tout le pays est à l'arrêt d'un coup. Les enfants se retrouvent à la maison aussi. Et le premier jour, c'est qu'est-ce qu'on fait? Tout est fermé. Et on s'est dit, on fabrique de l'atome vu qu'on ne peut plus vendre. Et on s'est planté complètement. Au bout de quelques jours, on se dit, mais les grandes surfaces, elles sont ouvertes et nous, on n'a pas le droit de vendre, quoi. Donc, on a trouvé ça révoltant et on s'est dit, avec les collègues du marché, on a recréé un marché sur la ferme sans demander d'autorisation. On a contacté nos clients par mail, par Facebook, et ça a bien fonctionné. On l'a fait pendant 15 jours, parce qu'en parallèle, on s'est battu avec les mairies pour que les marchés réouvrent. Et donc ça a marché aussi. Donc on a pu recommencer les marchés, mais en incluant un maximum de producteurs et d'artisans, parce qu'ils ont commencé à vouloir dire les boulangeries sont ouvertes, alors pas de paysans boulangers, justement. Alors, on s'est dit, si c'est comme ça, on ne vient pas. Donc, ils ont été obligés d'inclure tout le monde dans la boucle. Et puis, le pays était à l'arrêt. Et nous, au fur et à mesure des semaines, on bossait comme des fous, quoi. On n'arrêtait pas. Entre la ferme, faire l'école, et puis le reste. Bon, il y avait moins de réunions, donc il y avait du temps qui se dégageait. Mais au bout de 15 jours, les visios sont apparus. Donc, cette activité, elle a repris aussi. J'en sais, il l'a souligné tout à l'heure. Du coup, à Click Tabarouette, donc groupe de producteurs, on est passé de 160 paniers à 400 paniers en l'espace de 3 semaines.
Et bah, maintenant, je m'en rappelle, ça s'est fait grâce aux visio et ben, les réunions téléphoniques aussi. Donc ça a été, on est un groupe de producteurs qui existe depuis 2012, et donc on était bien organisé, on se connaît bien. C'est un groupe qui est très réactif, et notamment au niveau de la logistique. Et du coup, on a pu prendre contact avec les collègues qui vendaient en resto-co et qui, eux, n'avaient plus de débouchés. Donc, on a pu s'organiser avec eux pour, bah, du coup, pour écouler leur production. Et c'est comme ça qu'on a pu fournir jusqu'à 400 paniers. Enfin, par exemple, nous, sur la ferme, on était 3 associés plus un salarié. Le vendredi, pour faire les paniers, on y allait tous les 4, quoi. Enfin, et on portait des tonnes de marchandises dans la journée. Le soir, on était bien rincés. Mais en tous les cas, ça s'est fait. Dans l'euphorie, toujours, hein, on ne se pose pas trop de questions parce qu'il faut y aller, quoi. Et puis, donc après, il y a eu donc l'après-Covid, les après-confinements. Nous, sur le pays de Pleurmel, enfin, qui est un milieu rural, moi, j'ai l'impression que la baisse des ventes en circuit long, elle a été beaucoup plus lente qu'autour de Rennes, par exemple. En circuit court, oui. J'ai dit long. Ouais, bon, excusez-moi. Elle a été beaucoup plus lente, ça s'est fait sur plusieurs années. Et du coup, on a moins subi à Click Tabarouette, peut-être parce qu'on était bien implanté, bien connu, mais la diminution du nombre de paniers, elle a été beaucoup plus lente et pendant plusieurs années, on a eu beaucoup plus de paniers qu'avant l'avant-Covid, quoi. Donc ça a été le premier grosse adaptation sur la ferme. Ensuite, pour moi, le deuxième choc, ça a été la guerre en Ukraine, quoi. C'est surtout la guerre en Ukraine et ses conséquences avec l'inflation qui a suivi, quoi. Les coûts de l'énergie, quoi. Moi, j'ai eu l'impression qu'à la radio, avant, les grandes surfaces elles communiquaient sur la provenance de leurs produits, fallait que ça vienne du coin, tout ça. Et tout d'un coup, on est passé au manger pas cher, quoi. Il fallait que ça coûte pas cher, quoi. Et nous, sur les marchés, on n'a pas vu de baisse de vente ni rien. La ferme, ça marche très bien, mais c'est le message ambiant qui a complètement changé. J'ai eu l'impression que les lobbies alimentaires, les lobbies de l'alimentation industrielle, ils ont sauté sur l'occasion pour détourner la notion de souveraineté alimentaire, quoi. Et il a fallu produire en quantité, même s'il faut revenir en arrière sur les coûts de production, quoi. Nos collègues dans les campagnes en circuit long, ça a été retour en arrière, quoi. Jusqu'à épandre du lisier le dimanche, quoi. En Bretagne, ça se faisait plus depuis longtemps, quoi. Donc, on a revu des pratiques réapparaître qui avaient un peu disparu, quoi. Où on se soucie plus des autres acteurs qui vivent dans la campagne, quoi. Avant, on faisait un peu attention, quoi. Alors ensuite, second coup de massue, on voit que les politiques ils suivent le mouvement. Moi, je suis d'une région, Pleurmel, Pontivy, Loudéac, où la majorité des élus, ils voient que par le système agroalimentaire, hein. Les circuits courts, on leur sert de vitrine quand ils ont besoin, mais sinon, c'est pas la même dynamique qu'autour de Rennes, quoi. Donc là, ils suivent le mouvement, on voit bien l'agriculture bio, on voit bien les limites de l'agriculture bio, des circuits courts. Et du coup, on se sent un peu abandonné, quoi. Au niveau de la Bretagne, par exemple, on est obligé de se battre pour conserver nos acquis. Tous les ans, les mesures agro-environnementales, elles sont remises en cause. On passe une énergie folle à conserver ces mesures qui sont pourtant vertueuses pour l'environnement et qui maintiennent des fermes durables en place, quoi. Le témoignage d'Amélie tout à l'heure, nous on a plein de collègues en maraîchage diversifié là, et la pérennité des fermes elle est fragile, quoi. On a plusieurs collègues qui arrêtent ou qui changent de stratégie car l'équilibre travail-rentabilité elle ne tient pas. Moi, je pense que ce type de ferme en maraîchage diversifié, soit il n'est pas assez soutenu, soit on n'achète pas les légumes assez chers, mais c'est pas normal. Un maraîcher, en maraîchage diversifié, il est obligé d'être au top techniquement pour pouvoir en vivre, quoi.
on n'a pas le droit d'être moyen techniquement dans cette production. Je pense que nous, en élevage laitier, enfin les transformations, on a un peu plus de marge de manœuvre, quoi, ce qui est rassurant. Et puis, bah, bien sûr, comme tout le monde, notre gros souci, bah, c'est le dérèglement climatique et donc l'adaptation des modes de production. Bah, changement climatique, moi, ça ne me faisait pas trop peur. Avec les CIVAM, depuis 2015, on travaille sur ces sujets-là en groupe avec les collègues. Et bah, on étudie les pistes, comment passer bah, ces périodes de sécheresse, quoi. Mais on a découvert aussi qu'il y avait des périodes très pluvieuses. Donc les solutions techniques, on les a trouvées. Bon, en Bretagne, pour l'instant, c'est assez facile parce qu'on est moins impacté que dans d'autres régions, je pense. On est plutôt à l'abri. Mais là, depuis cette année, mon plus gros sujet d'inquiétude, quand même, c'est la situation sanitaire, quoi. Toutes ces nouvelles maladies animales qui apparaissent. Jusqu'à là, on travaillait sur l'immunité de nos animaux. On arrivait à passer les caps. Mais là, je suis en train de me poser des questions, quoi. On voit qu'on dépend des vaccins, quoi. Et encore quand ils sont disponibles, quoi. Et puis là, ben, en ce moment, c'est comment un agriculteur. Moi, la question que je me pose, c'est comment un agriculteur peut se relever suite à des décisions administratives qui ordonnent l'abattage total de votre troupeau, quoi. Ça, je ne sais pas comment on s'en remet, quoi. Surtout que ce qui est rageant, c'est que les moyens alloués pour le suivi épidémiologique de ces maladies, il est réduit à peau de chagrin. Et donc, on fait tout dans l'urgence, quoi. Dans 6 mois, là, dans les Pyrénées, en Savoie, on a abattu des troupeaux. Dans 6 mois, ce sera abattage partiel parce que ben, on va découvrir qu'il n'y a pas assez de vaccins et qu'on n'aura pas enrayé le problème, quoi. Donc, moi, ça me pose question comment on se relève, quoi. Ben, quand on parle des circuits courts, en Savoie, abattage total d'un troupeau de tarines ou d'abondance pour fabriquer des fromages AOC. Comment ils vont retrouver des génisses de cette race-là? Alors, ils vont avoir des dérogations, ils vont acheter des Primolstein à tous les coups. Enfin, c'est aberrant, quoi. Là, on est en train de détruire une des plus belles filières laitières de France, quoi. Tout ça pour rassurer le consommateur, quoi. On a souvent parlé de la vache folle. En élevage laitier, on n'a jamais compris pourquoi il fallait abattre un troupeau entier alors que il n'y avait rien qui se retrouvait dans le lait, il y avait juste à éliminer les animaux malades, quoi. Et donc on est toujours un peu victime, faut rassurer la population, donc on prend les grosses mesures, quoi. Donc sur la ferme, nous, je termine. Sur la ferme, bah, nous, pour l'instant, on arrive à faire face à tous ces défis grâce au collectif. On est 4 dans le GAEC. Si on était resté que 2, je pense on serait peut-être encore là, mais on serait bien fatigué. Ça permet d'alléger la charge mentale. Ce qui est génial, c'est que ça permet de prendre des congés facilement aussi et d'avoir du temps pour militer et faire réseau aussi. Et puis le collectif, bah, c'est aussi au sein des groupes CIVAM, quoi. C'est de la formation permanente pour mieux anticiper les changements. Et on a aussi besoin, du coup, dans ces formations, bah, des travaux de la recherche sur les transitions pour nous accompagner dans nos pratiques, mais surtout influer sur les politiques publiques pour pouvoir massifier l'installation en circuit court, quoi. Parce que si on n'a pas de soutien politique, on ne va pas avancer très vite, quoi. Voilà. Passer au diapo. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais juste dire rapidement quelques travaux du RMT Alimentation Locale avant de laisser la parole à Olivier Hamon. Si le diapo peut être... Il ne marche pas le micro? Si, il marche? Ouais. Oui, donc avant ça, peut-être partager une définition de la résilience des systèmes alimentaires au sens où ça peut être parfois confondu avec, on entend... Enfin, résilience, souveraineté, transit, tout ça est parfois un peu mélangé. Donc, on se redonne une définition, au moins pour voir un peu de quoi on parle collectivement. Donc, une définition qui est finalement la plus utilisée. Donc, cette capacité dans le temps du système alimentaire et de ses entités, donc entités en particulier, donc les fermes ou les unités de transformation et les artisans, à fournir de manière suffisante, adaptée et accessible de la nourriture à tous, en dépit de perturbations diverses et même imprévisibles.
Donc Ludovic nous a montré justement que ces perturbations, elles sont diverses. Il y a eu le Covid, mais il y en a eu d'autres. L'inflation, les guerres, les problèmes sanitaires, le changement climatique. Certaines sont prévues, d'autres imprévisibles. Ce qu'on a pu rajouter dans le RMT, c'est que certaines aussi sont finalement liées au système alimentaire lui-même. C'est finalement le système alimentaire qui les a provoqués. Un certain nombre de chocs ou de perturbations sont liées au choix aussi productifs qu'on a fait, qui ont pu être efficaces et performants à un moment donné, mais qui ont aussi créé un certain nombre de problèmes, de perturbations avec les pollutions, avec des maladies d'origine alimentaire qui sont finalement créées par le système lui-même. Et bien sûr, il y a des chocs d'origine exogène. Donc tout ça, tous ces chocs se mélangent. Et c'est vrai que ça rend, ils sont parfois spécifiques au circuit court, ils sont parfois plus génériques. Tu citais aussi les maladies animales qui touchent également les exploitants en circuit long. Mais donc voilà, le RMT vient regarder ce qui peut se jouer au niveau des circuits plus courts. Alors c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu, je vais très vite aussi pour plutôt vous montrer le type de travaux qui sont menés au sein du RMT et l'intérêt du réseau pour être très réactif. C'est vrai que le RMT avait prévu de travailler sur la résilience, le lien entre les circuits courts et la résilience. Mais finalement, deuxième édition du RMT 2020, la crise Covid a accéléré tout ça et donc on a travaillé beaucoup plus et beaucoup plus rapidement sur la contribution des circuits courts à la résilience des systèmes alimentaires dans la crise Covid, avec au départ une idée du collectif breton lié à un projet qui s'appelait Atlas, qui travaillait aussi déjà sur la résilience, avec différents territoires en Bretagne. Et le RMT a pu se mobiliser. Une équipe projet s'est vite constituée avant même à l'annonce du premier confinement pour finalement se dire il va se passer quelque chose au niveau des systèmes alimentaires et les circuits courts ont peut-être une carte à jouer. Donc regardons ce qui se passe sans idéalisme et sans idéologie, mais là aussi de manière toujours très factuelle. Le RMT est là pour poser un peu les expertises. Mais le réseau s'est beaucoup mobilisé. On remercie justement le réseau des chambres, a fait circuler les questionnaires, les appels à témoignages. Donc tout ça nous a permis de faire remonter beaucoup de témoignages de terrain, plus de 800, plus de 3000 situations décrites, parce que les gens racontaient non seulement ce qu'ils vivaient, mais ce qu'ils voyaient dans leur territoire ou ce que pouvaient vivre leurs voisins. Des professionnels, des citoyens, des élus, donc vraiment une grande diversité de situations. On a publié des choses au fil de l'eau pour essayer de se dire vous n'êtes pas tout seul, surtout. On est tous là et il y a des problèmes qui sont vécus ici, des solutions qui sont trouvées là. Donc vraiment, ce réseau a permis ce partage de connaissances. Et puis un ouvrage de synthèse. Ça nous a permis donc manger autour du coronavirus qu'a cité Jean-Sébastien pour refaire le lien donc avec ce qui était dit. Cette expertise donc renforcée, puisque indépendamment des membres du RMT pouvaient avoir une petite expérience sur ce sujet. Donc ça a pu être ensuite développé, valorisé dans différents cadres. Notamment, on a été assez actifs justement en recommandations pour l'action publique, donc avec beaucoup d'auditions, beaucoup de recommandations, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil national pour l'alimentation, dans des conseils régionaux. On a même été jusqu'à proposer et rédiger des débuts d'amendements pour la loi climat et résilience, alors qui n'ont pas été acceptés. Mais ce n'est pas grave, déjà parce qu'on a appris ce que c'est qu'un amendement. On a appris aussi à discuter avec des députés. C'était à la demande en fait, de députés du groupe Se Nourrir. Donc voilà, pour vous montrer que si vous pouvez justement, le RMT il est là pour ça, pour aussi transformer des résultats de terrain en recommandations pour l'action publique. Il y a une thèse de Yentl de Rochelédier qui sera présentée demain et donc vraiment qui vous montrera, qui revient sur cette idée de résilience et notamment qui met en avant le rôle des réseaux dans le Covid, mais aussi dans d'autres chocs type inflation. Donc Yentl reviendra là-dessus et donc Yentl aussi a pu collaborer avec les acteurs du RMT pour documenter justement ce qui a pu se passer. Des projets affiliés, Atlas 2, donc ce collectif breton a continué justement à travailler sur des approches territoriales de la résilience, mais aussi un projet donc coordonné par nos collègues de Bordeaux Sciences Agro, Céréalina, dans des diagnostics régionaux qu'avait commandité l'ADEME sur la résilience des systèmes alimentaires régionaux. Donc des projets qui sont aussi que le RMT soutient à la fois par exemple en facilitant les partenariats, mais aussi en étant caisse de résonance, en permettant justement, on a un site très, très bien géré. Je remercie Anne-Cécile et Clémence et puis Fablim, donc notre organisme qui participe beaucoup à la communication des travaux du RMT, donc qui permet justement de faire circuler toutes ces ressources.
Et puis on a pu contribuer aussi avec notre expérience donc au guide de bonne pratique pour la résilience alimentaire des territoires, donc qui a été lancé par le CNRA, donc avec Hermine qui est ici, et avec la FNOR, donc un guide de bonne pratique et qui là aussi permet justement de valoriser un certain nombre de bonnes pratiques qui ont pu être observées, notamment dans le cadre du RMT, mais pas que, puisque ce guide a aussi mobilisé très largement des partenaires de cette question et intéressés par cette question de la résilience. Je vais donner la main justement à Olivier Amand qui va aussi revenir sur ces sujets, parce qu'au-delà de regarder ce qui se passe, le RMT donc, navigue entre terrain et puis cette idée aussi de prendre du recul, de savoir finalement qu'est-ce qui se joue derrière ça. Ce qu'on a pu montrer à travers nos travaux de terrain sur les territoires et en lien avec les circuits courts, c'est finalement des dynamiques qui révèlent deux grandes approches de la résilience. Et là encore, pas d'opposition, mais voyons comment ça peut être complémentaire. Mais finalement, parce que peut-être se jouent quand même des formes de concurrence, y compris dans l'accès à des subventions. Une première approche, c'est notamment de résister, s'adapter avec l'appui des technologies. C'est anticiper, mais en mesurant finalement l'évolution des ressources critiques. Un exemple, on va se dire, OK, il y a un problème changement climatique avec moins d'eau. On va mesurer la ressource en eau et puis alerter les agriculteurs avec des smartphones, avec toute une batterie technologique pour finalement dire, oula, attention, réagissez, adaptez-vous, on a un moment critique. Et puis finalement, dans cette approche, la transformation, mais tout ça reste intéressant, c'est-à-dire qu'en effet, être plus attentif, plus vigilant à des ressources et à leur révolution, même quantitative, pour finalement être plus alerté et anticiper un certain nombre, changer des pratiques. Mais dans cette approche, finalement, la transformation est quand même simplement quand l'adaptation est insuffisante. Alors qu'on a une autre approche territoriale qui va penser d'abord la résilience comme d'abord une opportunité de transformation. Transformer le système, et notamment pour réduire les perturbations endogènes, je l'ai dit tout à l'heure. C'est aussi anticiper en gérant collectivement les ressources critiques, donc c'est moins en les mesurant qu'en les gérant collectivement. Et puis c'est résister, s'adapter avec l'appui des réseaux de relations interpersonnelles. Donc voilà, donc ces deux approches, elles sont doubles, enfin vraiment, on pense qu'elles sont intéressantes les deux. C'est-à-dire que des réseaux tout seuls, peut-être qu'il y a un certain nombre de limites, que la technologie non maîtrisée, elle crée des nouvelles dépendances, et donc une gestion collective aussi des ressources avec des technologies qui peuvent faciliter aussi une certaine partie du métier et permettre plus d'adaptabilité. Donc voilà, donc le RMT, dans sa saison 3, on l'espère, va continuer justement à travailler sur l'articulation de ces approches, mais pas sans risque et sans point de vigilance. Donc on va demander justement à Olivier de nous aider aussi à faire mieux et à aller plus loin. Et on le remercie d'avance. Merci de m'accueillir. Donc, moi, je ne suis pas du tout un agriculteur, je suis un laborantin, chercheur dans un laboratoire de biologie végétale, donc je suis quand même assez loin du monde agricole. Mais c'est un enjeu essentiel pour nous tous, et donc je suis ravi d'être là. Vous avez dit, ça a été dit aussi tout à l'heure, l'adaptation au changement. Et la première chose à faire, c'est de bien qualifier le changement. C'est que ce qui nous arrive, ce n'est pas juste la température qui augmente, c'est l'incertitude. On est en train de quitter le monde relativement stable pour entrer dans le monde instable, imprévisible, incertain. Et donc, il ne faut pas se tromper. On n'a pas des problèmes de sécheresse, on a des problèmes de changement, de gelée tardive, des choses imprévisibles. Et donc, une fois qu'on a compris ça, c'est le point essentiel. Et là, je suis que le perroquet du GIEC, de l'IPBES, de l'UICN, hein, c'est de Davos et compagnie, de la CIA aussi. Hein. Enfin, tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Ça va fluctuer de plus en plus, on en prend pour 2 ou 3 siècles. Hein. Donc c'est pour longtemps. On a tellement tout déréglé que ça va tanguer de plus en plus fort. Donc ça, c'est le premier truc. Et alors, face à ça, alors je vais vous faire une petite galipette, mais les chaînes longues créent des courts-circuits. C'est que, je ne vais pas prendre l'exemple du Covid, mais la pénurie de moutarde en 2022, c'est quand on a mondialisé la moutarde, enfin qu'en fait on n'a plus produit de moutarde en France pour des raisons d'ailleurs de maladie, donc on a tout exporté au Canada, enfin importé du coup maintenant du Canada. Évidemment, quand il y a une sécheresse au Canada, on n'a plus de moutarde en France. Mais c'est très intéressant la pénurie de moutarde en 2022 parce qu'on pouvait trouver encore de la moutarde, c'était dans les circuits courts. Alors c'est ça qui est fou, c'est que les circuits courts créent des chaînes longues dans la durée. Mais c'est l'inverse en fait, c'est le... bon, c'est un peu une galipette, hein. Mais alors, après, bon, je ne vais pas non plus complètement les opposer, en effet, parce qu'il va falloir un peu hybrider tout ça. Donc ça, c'est le premier point, c'est le monde fluctuant d'abord. Et donc dans ce monde fluctuant, qu'est-ce qu'on fait ?
Le premier critère à prendre en charge, c'est le mot juste, hein, pour moi, c'est robuste. Il faut être robuste. Quand ça fluctue, il faut être robuste. La robustesse, c'est un système qui est robuste, c'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Donc c'est une robustesse dynamique, hein. La stabilité, elle est dynamique, elle est un peu oscillante, hein, comme un amortisseur, hein, si vous voulez, sur une bécane, voilà, c'est stable malgré les fluctuations, et viable malgré les fluctuations. Donc c'est l'arbre qui est capable de résister aux bourrasques de vent, et qui est aussi capable de résister aux gelées hivernales, aux sécheresses estivales. Donc tout ça, c'est la robustesse. Et donc dans un monde fluctuant, il faut être robuste. Alors, je prends l'exemple de la loi Egalim, que tu mentionnais juste avant, enfin dans la table ronde d'avant. La loi Egalim, en fait, quand il y a des biais, il y a des problèmes, et on va faire venir du bio de loin, c'est un exemple typique où on a fait un choix politique, mais sans prendre en compte le monde fluctuant. Si on met le monde fluctuant en premier critère de choix stratégique, si on dit le monde fluctuant, est-ce que ça tient dans les fluctuations, on ne fait plus venir le bio de loin. Parce que ce n'est pas robuste dans le monde fluctuant. Mais même les avions ne volent plus au-dessus de la Russie aujourd'hui. Voilà, la mondialisation, elle est en train de se démondialiser. Là. Donc on est dans ce moment-là. On n'y est pas encore, mais voilà, si on met un critère de robustesse d'abord, robustesse territoriale évidemment, on ne fait pas les mêmes choix stratégiques. Donc la loi Egalim, c'est un exemple assez clair. Alors petit point, je fais un petit de tout ce que j'ai un peu entendu, je récolte. Il y a un troisième point que je voudrais mettre en avant, c'est que le risque du circuit court, c'est de copier les chaînes longues. Et donc en fait de chercher la performance. Parce que ça, c'est le piège. C'est qu'en fait, si on cherche la performance, en fait, on va copier les solutions performantes des chaînes longues et on va avoir exactement les mêmes problèmes. Le court-circuit, c'est que ça va planter, quoi. Donc, alors, c'est là où c'est compliqué, parce que évidemment qu'il faut quand même un peu de performance, il faut du rendement. Mais il faut juste réaliser que la rentabilité d'une exploitation agricole, ce n'est plus du tout le même logiciel, si vous voulez. Pendant très longtemps, une exploitation agricole était rentable, ou un artisan agricole, voilà, toute la chaîne, était rentable si elle était performante. Mais ça marche que si le monde est stable et abondant en ressources. Dans un monde instable et en pénurie chronique de ressources, la rentabilité d'une exploitation agricole, c'est d'abord sa robustesse. Parce que les plus performantes, c'est celles qui plantent en premier. C'est les étoiles filantes qui vont faire très fort une année, et puis l'année suivante, il y a une sécheresse et il n'y a plus rien. Et là, c'est impossible de s'en remettre. Enfin, très difficile de s'en remettre. Bon, alors, mais ça, c'est quand même un point essentiel. Le piège performant. Mais alors, du coup, comment on fait pour faire la robustesse en mettant la performance au second plan? Vous voyez, c'est compliqué. Vous voyez à quel point c'est culturel. C'est que ça fait des décennies qu'on a été drogués. Moi compris, en recherche, c'est pareil. Dans l'éducation, c'est pareil. Dans l'industrie, c'est pareil. C'est général. On est tous dans la soupe de la performance. Donc, comment on fait pour faire leur bien? Alors, ça a été dit. Un des points essentiels, c'est la mutualisation, le réseau. Voilà, on est au cœur là. La mutualisation, c'est que la robustesse d'une exploitation agricole, il y a une époque où c'était possible d'être robuste tout seul, parce qu'en gros, on avait du pétrole abondant. Je vais le faire en version un peu caricaturale. Donc on avait voilà, cette robustesse qui était le filet de sécurité, c'était l'abondance des ressources pas chères. Maintenant, les ressources ne sont plus abondantes, elles ne sont pas chères, et il y a des pénuries chroniques de ressources, et c'est instable climatiquement, socialement, géopolitiquement. Donc, ça ne marche plus, ça. Donc, il va falloir trouver sa robustesse par les liens aux autres. On passe de l'abondance matérielle à l'abondance des interactions. Mais si vous voulez, je termine la phrase d'Emmanuel Macron, quand il disait « c'est la fin de l'abondance ». Alors oui, c'est la fin de l'abondance matérielle, c'est le début de l'abondance des interactions. Donc en fait, c'est très joyeux, ce basculement. On est en train de on est en train de quitter le parasitisme et rentrer dans le monde de la symbiose. Le parasite, c'est celui qui fait de l'extractivisme, donc qui fait beaucoup d'extraction de façon très performante, très optimisée, mais qui est très fragile. Parce que si l'autre a un problème, le parasite aura aussi un problème. La symbiose, c'est un peu le contraire finalement. C'est plus ou moins le contraire. On densifie ces interactions dans son territoire, et plus il y a d'interactions, plus ces liens sont qualitatifs, et plus on est robuste. Je vais prendre mon exemple de mon labo. Nous, dans notre labo, quand on a des financements européens, nationaux, etc., on mutualise intégralement tous les financements. C'est borderline illégal. C'est-à-dire qu'en fait, on reçoit des financements européens pour un projet et on donne l'argent à tout le monde, aux 130 personnes du laboratoire. On les partage. Ça fait qu'on a tous des projets à 20 ans. Et donc, on n'est pas tout le temps en train de chercher des financements tous les 3 ans. En fait, c'est une qualité de vie énorme. Ça apaise beaucoup les discussions. Ça fait des projets plus intéressants parce que plus interdisciplinaires, on va voir d'autres choses, etc. Oui, en fait, c'est un choix culturel. Ce n'est pas un choix technique, c'est un blocage mental. Si on s'autorise ça, alors là, d'un seul coup, l'impossible devient possible. C'est ça qui se passe en fait. On commence à avoir des projets super intéressants. Donc la mutualisation. Un autre point, c'est la modularité. Parce qu'on peut avoir un peu l'idée que le circuit court est condamné à être petit. Alors il faut juste redéfinir ce que c'est que petit et ce que c'est que grand.
Par exemple, une baleine, c'est un gros animal. Mais ce qui fait la robustesse de la baleine, c'est la petitesse de la cellule et la modularité de l'organisation. C'est que c'est des petites cellules, des cellules de baleine, elles sont très robustes toutes seules, c'est qu'on peut les cultiver en laboratoire, hein, mais c'est évidemment encore plus robuste quand elles interagissent avec les autres cellules. Et donc c'est ça la modularité, hein, c'est plutôt un archipel en interaction. Ça, c'est hyper robuste, c'est la côte de maille, quoi. Une côte de maille, ce qui fait sa robustesse, c'est la robustesse de la côte de maille, mais c'est surtout les interactions avec les autres côtes de maille. Et c'est ça qui fait la robustesse territoriale. Alors, c'est facile à dire, hein. Par contre, c'est très compliqué à mettre en place. Il faut bien comprendre que le monde performant de la domination, tout ça, alors là, ça trace tout seul très vite, il n'y a pas besoin de réfléchir, hein. C'est les plus violents qui gagnent, hein. Donc c'est simple. Dans le monde de la coopération, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Il faut être capable de dire j'ai besoin d'aide. Humilité et tout ça, enfin, c'est autodérision et compagnie, enfin, c'est beaucoup, voilà, plein de choses, quoi. Donc ça, alors, il y a le draft fermier, voilà, toutes ces initiatives-là, en fait, ça hybride. Dès qu'on commence à sortir un peu du cadre de son exploitation, de son projet, qu'on commence un peu à ouvrir aux autres, d'un seul coup, il va se passer des choses. Il y aura peut-être plus de conflits aussi. Il faut aussi le savoir. C'est qu'évidemment, quand on hybride, il y a des différences de tradition, des différences culturelles. Donc évidemment qu'il y a plus de conflits. Mais plus il y a de conflits localement, moins il y a de conflits régionaux. Ça dissipe beaucoup, hein, au niveau local. Donc c'est aussi une vraie école de la paix, hein, vraiment au sens, on aimerait que ce soit entendu plus loin, quoi. Alors là aussi, il y a un risque. J'essaye un peu de déminer, hein, c'est un peu le cahier des charges, de déminer les risques possibles. Donc on mutualise, on fait de la modularité. Alors le petit risque, c'est qu'on arrive à faire un archipel super robuste, tout ça, et donc c'est un peu un oasis, quoi. Alors le risque, c'est que l'oasis crée des déserts. C'est qu'en fait, si on fait un oasis dans lequel on est vraiment très bien, en robustesse, tout ça, on se dit, bah ouais, c'est maintenant, ça y est, là, je suis dans un territoire qui est viable, où la sécurité est devenue de la sérénité, parce qu'on n'est plus dans cette paranoïa. En fait, voilà, on est rassuré, quoi. Voilà, donc on est en paix. Bah, le problème, c'est que si on reste là et qu'on ne va pas essayer d'être poreux avec le monde extérieur, bah, le jour où il y a une grosse fluctuation, on aura besoin du monde extérieur qui est en dehors de l'oasis. Donc le risque, hein, Laurent Marceau en parle très bien, c'est de faire des oasis qui créent des déserts. Donc c'est-à-dire être bien content dans son domaine là, et en fait de ne pas avoir la curiosité d'aller voir ce qui se passe dans l'autre monde. Le monde des chaînes longues notamment, le monde de l'agriculture industrielle. Il y a des choses à prendre aussi, hein. Enfin, il y a vraiment des choses à aller voir, etc. Donc c'est ce monde-là, c'est ça qui est difficile. C'est là où il y a un blocage mental, oui, c'est là où c'est compliqué, hein. Et là, je donne pas beaucoup de clés, mais c'est un point important parce que c'est, sinon, alors, soit il y a une grosse fluctuation et ça ne va pas passer le seuil, soit on va s'épuiser en interne aussi, parce qu'on peut aussi du coup être dans une forme de radicalité en interne et après s'épuiser parce que ça, on peut retomber dans une forme de performance. Alors, je vais un peu vite, hein. Enfin, j'espère que du coup je fais de la performance, hein. Oui, j'en dis le maximum en un minimum de temps. C'est classique, hein, voilà. Donc les changements culturels. Donc tu l'as dit aussi, apprendre de ses erreurs. Voilà, ça c'est typiquement, ça on est dans le monde de la robustesse là. En fait, on en fait quelque chose. Il y avait Bruno Latour, hein, qui disait aussi ne gâchez pas les crises. Ça c'est ce que tu as dit avec Covid. C'est que le Covid, ça a été un moment où on a beaucoup appris. On n'a pas suffisamment expérimenté, pas suffisamment implémenté, mais on a quand même beaucoup appris. Lutter pour réouvrir les marchés alimentaires, ça c'est, on ne gâchait pas les crises. La preuve de principe, elle est là. La prochaine fois qu'il y a un Covid, on sera prêt, hein, beaucoup plus qu'avant. Enfin, on peut espérer en tout cas. Bon, ça c'est des questions plutôt culturelles. Un point sur l'énergie. Je vais quand même vous partager un exemple que je cite souvent. C'est des boulangers en plus. Parce que je sens que le sujet est chaud. Donc c'est Néoloco, donc c'est Arnaud Créteau qui est un ingénieur énergéticien et qui a fait une boulangerie avec un four solaire. En fait, il faut bien comprendre que les circuits courts, et ça vous le savez bien, le circuit court, ça inclut l'accès à l'énergie. Il faut que son énergie soit produite localement. Là, je vous apprends rien. Mais là où c'est très fort avec Arnaud Créteau, c'est qu'il a fait une boulangerie avec un four solaire et il est localisé à Rouen. Oui, bon, il n'est pas à Nice, quoi, hein, donc il n'y a pas du soleil tous les jours à Rouen. Donc comment il fait avec son four solaire? Alors il a d'autres options, mais avec son four solaire, en fait, il a dû déconstruire ce que c'est qu'une boulangerie. Typiquement, une boulangerie, on va dire, traditionnelle en France, enfin traditionnelle depuis 1900, hein, donc c'est une tradition aussi courte, mais c'est de faire son pain, enfin de pétrir sa pâte, faire son pain la nuit, on cuit son pain la nuit, et le matin on vend une baguette qui sera rassie au bout de 24 heures. Là, je caricature, hein, mais bon. Lui, il a un four solaire, donc déjà, il ne cuit pas son pain la nuit, hein, manifestement, c'est 2 jours, hein, quand il y a du soleil, et son pain, du coup, doit durer au moins 7 jours,
Parce que s'il fait de la baguette, et s'il peut cuire son pain que le jeudi, et puis la semaine suivante, c'est le mercredi, le jour où il y a du soleil, il ne va pas vendre beaucoup de pain. Donc il faut du pain qui dure, qui peut stocker. Comment on fait du pain qu'on peut stocker? En utilisant des levains de boulanger moins performants. C'est incroyable comme ça marche à tous les coups. Donc du levain moins performant, il va mettre, au lieu de mettre 1h30 à lever la pâte, ça va mettre 5 heures à lever la pâte. Ce pain cette pâte qui met plus de temps à monter, ça fait du pain qui se conserve plus longtemps. Et en plus, on n'a pas besoin de pétrir la pâte parce que le gluten prend tranquillement son temps pour se rencontrer. Il n'y a pas besoin de pétrir la pâte, ça se fait naturellement. Et là, c'est ça la révolution qui est en cours, c'est que c'est un ingénieur et il a compris que la solution n'était pas technique, elle est culturelle. Il faut changer, en fait, il faut créer des nouvelles traditions. On est dans un moment exceptionnel, on a des traditions qui sont héritées du monde stable, il va falloir inventer des traditions dans le monde instable. Alors, ce qui est intéressant avec Neoloco, outre le fait qu'il vend son pain et que ça marche très bien, c'est que ça existe depuis 2017. Il le vend toujours au même prix. Depuis 2017. 0 inflation. C'est parce qu'il est robuste. C'est certainement la boulangerie la plus robuste de France. Son énergie est gratuite, il ne peut rien lui arriver parce qu'il a construit un modèle économique sur les fluctuations. Il vit avec les fluctuations. Il ne gère pas le risque, il réenchante le risque. Ouais, on est vraiment dans autre chose, hein. Et c'est ça qui est joyeux. C'est qu'une fois qu'on est dans ce monde-là, alors encore une fois, c'est facile à dire, hein, je ne dis pas, c'est compliqué à opérationnaliser, mais au moins avoir ça comme point de départ, ça c'est important. Et puis peut-être un petit dernier point, il faut que je sois trop long. Sur l'aspect culturel, il y a plein de choses que vous pouvez inverser. Donc, par exemple, là, j'ai inversé la rentabilité. Par exemple, voilà, la rentabilité d'une exploitation agricole, c'est plus sa performance, c'est d'abord sa robustesse. La performance, elle vient au second plan. C'est la même chose pour les délais, par exemple. Un délai dans le monde de l'ultra-performance, c'est le délai le plus court possible. Hein, on va dire c'est Amazon Prime ou voilà, c'est la livraison le jour même. Alors pour les produits périssables, évidemment, il y a un enjeu. Le délai dans le monde de la robustesse, c'est pas le délai le plus court possible, c'est le délai le plus fiable possible. Et le délai le plus fiable possible, ça apaise toute la chaîne de valeur, les fournisseurs, les clients, tout le monde, quoi. Hein. Et ça a vraiment de la valeur. Il faut comprendre que dans un monde fluctuant, de dire que je peux te livrer dans 3 jours à 16h08 et ce ne sera pas 0,9, dans un monde fluctuant, ça a énormément de valeur. Et c'est même un levier marketing, cette fiabilité du délai. Mais en fait, c'est pas comme il n'y a pas des mots à évacuer, il faut juste les remettre à la sauce du monde fluctuant. Et là, on va rentrer dans le monde robuste. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur l'hybridation. On va avoir besoin de tout le monde. Hein. Et donc, en fait, on est dans un moment assez incroyable où c'est non seulement dans le monde agricole que ça se passe. En fait, les circuits courts dans le monde agricole, vous êtes en avance. Vous allez faire école dans d'autres domaines. Par exemple, dans l'hôpital, il y a très peu de circuits courts. Et je ne parle pas de l'aliment, là. Hein. Je parle de tout. Les médicaments, ce n'est pas des circuits courts. Hein. Les seringues, ce n'est pas des circuits courts. À peu près tout dans l'hôpital n'est pas un circuit court. Donc, c'est absolument pas robuste. Et d'ailleurs, on commence à avoir des problèmes, hein, sans parler du personnel, etc. Donc, en fait, vous êtes en première ligne parce que vous êtes les premiers à être exposés aux fluctuations du monde, mais vous êtes aussi les premiers pour faire école. Alors, on commence à voir sortir des articles scientifiques, justement, sur le fait que tout ce qui a été appris dans le monde agricole, sur cette forme de robustesse par l'agroécologie, les circuits courts, etc., l'agroforesterie, tous ces principes-là, en fait, peuvent être activés dans d'autres domaines. C'est en fait, il ne faut pas vous limiter au monde agricole, pour moi. Hein. Les circuits courts, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que ça. Le réparable, vous voyez bien que ça sort du monde agricole. Hein. Ici, là, vous avez Royal Maire, une boîte qui fait des pulls, garantie à vie. C'est des pulls réparables. Voilà. C'est juste pour donner une petite illustration. Mais cette robustesse que vous créez, en fait, c'est là où c'est assez enthousiasmant. C'est que c'est non seulement pour vous, mais vous allez vraiment faire école. On a besoin de vous entendre sur les circuits courts ailleurs, dans d'autres domaines, y compris dans le politique, etc. Quoi. Donc c'est un moment plutôt joyeux. Je vais m'arrêter là. Merci. Moi, je pars avec réenchanter le risque. Ça va me rester dans la tête, entre autres choses. Et puis, face à cette table ronde un peu conclusive, ouverture, pour ce qui vient sur la suite, est-ce que ça vous évoque des réactions un peu de comment réenchanter dans ce moment qui, par ailleurs, n'est pas simple? Comment ce que tu nous racontes, ça redonne du peps?
Est-ce qu'il y a des questions de clarification sur les notions qui ont été explicitées? Comment résilience et robustesse sont des termes et des notions utilisés différemment dans des espaces différents? Quels en sont les risques? Est-ce que vous avez des témoignages qui racontent un petit peu ce passage-là, un peu comme dans le labo, comment on est passé de fonctionnement qui était d'une manière performante à d'autres types de performances et qui peuvent nous faire... Est-ce que ça vous évoque? On est jusqu'à 12h30, on a encore quelques minutes pour entendre et dialoguer. Et après, on passera à la suite, dont le repas. Donc, je reviendrai là-dessus. Oui. Oui, bonjour. J'avais une intervention. Donc, je suis Célie Soave. Je suis enseignante au ministère de l'Agriculture et je fais partie du RMT Groupe Formation Alimentation Locale. Et ce que vous évoquez m'évoque, moi, la notion d'intelligence collective. Et justement, la notion d'intelligence, elle doit être questionnée. Finalement, l'intelligence, est-ce que c'est pas être capable d'imaginer le monde, de réinventer le monde et les connexions avec tout ce qui est vivant dans ce monde incertain. Et moi, ça m'évoque le fait de former et de créer des vocations pour essayer d'amener des jeunes à naviguer dans ce monde où dès qu'on a une question, on n'a pas forcément un questionnement personnel, mais on a la réponse qui est là sous nos yeux. On ne sait pas naviguer parmi le vrai du faux. Et du coup, c'est quelque chose où on doit se construire aussi avec qui on est, quoi. Puisque vous arrivez, vous, à avoir trouvé une intelligence collective parce que chacun d'entre vous, vous vous connaissez aussi personnellement très bien, et vous-même. Donc, comment faire, je pense, pour arriver à travailler cette intelligence collective, faire en sorte que nos jeunes aient des vocations pour pouvoir, après, prendre le relais dans ces générations qui doivent être renouvelées, avec une échéance très courte. Voilà. Je réponds, n'hésitez pas à intervenir aussi. Merci pour la question. Alors, en effet, l'intelligence collective, ça résonne très fort. En fait, si je prends l'exemple de mon labo, là, il y a aussi une histoire derrière. C'est que c'était une petite équipe qui a grossi. Donc, c'était aussi plus facile de faire un commun parce qu'on avait une histoire commune. Donc, si on n'a pas une histoire commune, on peut la créer aussi, hein. Mais c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, c'est important de voir d'où ça vient. Ça peut quand même aider pour faire cette intelligence collective. Alors, toujours pareil, un point de vigilance. Hein, je suis toujours le gratte. L'intelligence collective, donc, elle peut être positive comme elle peut être négative. L'exemple typique d'une intelligence collective négative, c'est le parti politique. En général, les individus sont plus intelligents que le parti. Mais c'est normal, hein, c'est que le parti est utile, parce que c'est un peu une ombrelle générale qui donne un peu les grandes idées, mais souvent, en fait, c'est moins intéressant que ce que peuvent dire les individus. Donc il y a aussi de l'intelligence collective négative. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de l'intelligence collective positive. C'est ce que disait, là je fais presque une citation de Michel Serres, hein, qui disait « L'intelligence collective n'existe pas, c'est un oxymore comme musique militaire ». Parce qu'il parlait d'intelligence collective négative. Donc il faut réussir à faire de l'intelligence collective positive. Et donc en effet, ça passe par quoi? Et vous l'avez dit, c'est notamment par former des coopérateurs. Former des coopérateurs, former à la coopération, c'est très compliqué. Encore une fois, hein, ça demande des pratiques, des techniques, mais aussi une histoire. Enfin, ça prend du temps. Et alors ça, il y a une façon de faire qui est simple, hein, c'est que les professeurs apportent moins de réponses et plutôt apportent des questions. Un professeur qui apporte une question à la table et qui laisse les élèves, les étudiants chercher la réponse collégialement, alors c'est intéressant parce qu'ils vont trouver une réponse, hein, mais surtout la pratique de chercher la connaissance, c'est une pratique de coopération. Donc c'est un peu un double effet, c'est que non seulement on construit de la connaissance, mais on utilise de la coopération pour trouver la connaissance. Et donc c'est beaucoup plus long. Donc ça c'est l'approche participative, hein, typiquement. Donc c'est moins performant, c'est qu'à la fin de l'année, on n'a pas fini ce qu'on voulait faire, hein, donc il y a des trous dans la raquette, etc. Mais par contre, on a formé des gens qui sont capables de coopérer. Donc on apprend à apprendre, au lieu de juste apprendre. C'est un peu du clé en main consommateur. Le citoyen n'est plus un consommateur, le citoyen est un coopérateur.
Et encore une fois, hein, ça c'est la révolution de la performance à la robustesse, on s'émancipe. Donc il y a une histoire de formation, et puis il y a aussi une histoire donc, pour faire cette intelligence collective positive. Et la deuxième chose, c'est ça rejoint beaucoup l'approche systémique, évidemment. Et donc comment on fait pour changer un système? Et en fait, il y a un peu deux niveaux de changement. D'ailleurs, ça fait écho un petit peu aussi à ce qui était dit juste avant. Il y a le changement de niveau 1 et le changement de niveau 2. Le changement de niveau 1, c'est quand on change tout. En fait, on répond au problème, mais le problème est toujours là. Donc je prends un exemple super caricatural. Un peuple est en famine, on apporte des poissons. Ça, c'est un changement de niveau 1, c'est que voilà, on a apporté une réponse, mais le problème est toujours là. Si au contraire, on apprend la pêche durable à ce collectif, on fait disparaître le problème. Ça, c'est un changement de niveau 2. Et c'est un changement culturel. C'est pas technique, c'est culturel. C'est qu'en fait, des citoyens qui avant étaient, je sais pas moi, informaticiens, vont devenir des pêcheurs, quoi. Voilà. Ça, c'est culturel, très clairement. Hein. Voilà. Donc le changement niveau 1, niveau 2, en fait, on en crève un peu actuellement, hein, des changements de niveau 1. Hein. C'est ce qu'on appelle la maladaptation. C'est des choses qui nous paraissent super bien adaptées. Hein. La géo-ingénierie, par exemple. Ah bah oui, il y a trop de CO2, donc on va faire de la géo-ingénierie. Alors non, en fait, là, on est en train de privatiser le CO2 pour que d'autres industries continuent à émettre du CO2. Donc ça, c'est pas que ça sert à rien, c'est toxique. Donc il faut plutôt faire de la biodiversité. Voilà, l'agriculture, quand on commence par la biodiversité cultivée notamment, là en fait on a plein de services écosystémiques dont le stockage du carbone. Donc en fait on résout des tas d'autres problèmes. Ça c'est de changement de niveau 2, et c'est pas de la maladaptation, là c'est pour le coup c'est de l'adaptation. Donc toutes ces questions-là, ça demande une sacrée acculturation. On hérite, le commun négatif dans lequel on est là, c'est une école de la compétition. Et quand je dis école, c'est tout, à peu près tout. Hein. On est dans une école de la compétition. Et donc, comment on fait pour en sortir? Voilà, école de la coopération, hein, pour le dire rapidement. Je vais peut-être laisser mon micro. Ouais, du coup, pour l'intelligence collective aussi, du coup, quand on s'installe souvent en agriculture, c'est un projet perso. Et du coup, on dit, bah tiens, on va faire un groupe de producteurs, mais on rassemble que des gens qui ont un projet perso. Et là, on découvre les copains même, parce qu'on fonctionne beaucoup avec. Et c'est clair qu'il faut apprendre à coopérer, quoi. Et ça va peut-être changer maintenant, parce qu'il y a des fermes qui s'installent directement en collectif, donc ils ont une autre culture. Mais rassembler des gens qui d'abord s'installent sur un projet perso et qui ont souvent un fort caractère, des fois, ça fait des étincelles, quoi. Mais ça avance quand même, hein, c'est pas le souci. Mais c'est pas simple. Mais ouais, il faut apprendre, comme tu dis. Et sinon, chez nous, là, il y a Henri-Georges est là, un super projet d'intelligence collective. C'est quand même le champ commun à Augan et toutes les assos qui se sont créés autour. Moi, j'y participe pas trop. C'est à 25 km de chez moi. Je trouve que c'est trop loin. J'ai pas. Mais c'est un exemple qui est vraiment génial, quoi. Ils ont créé une dynamique sur la commune qui est là en 10 ans. La commune, ou 15 ans, elle a changé, quoi. Bonjour, merci pour tous ces éléments de réflexion. Oriane Tercery, je suis venue aujourd'hui en tant que membre du collectif mayennais pour une sécurité sociale de l'alimentation et je voulais rebondir sur l'idée d'intelligence collective, de changement culturel. Il se trouve que moi j'ai fait un parcours de transition depuis la ville où j'étais depuis longtemps. Je travaillais sur des questions pas du tout ni agricoles ni alimentaires. Je suis partie travailler dans le réseau des CIVAM, l'agriculture bio, et j'ai fini par découvrir que la meilleure manière de communiquer sur des enjeux complexes, de soutenir la transition des pratiques, c'était de commencer par cuisiner des bons produits bio et locaux, et qu'en fait on détricotait plein de choses derrière en commençant d'abord par se mettre ensemble autour d'une table avec des fois des points de départ extrêmement différents, et ça m'a amené vers cette belle idée de sécurité sociale de l'alimentation. Et du coup j'avais envie de vous entendre rebondir un peu sur la question des mangeurs et des mangeuses que nous sommes toutes et tous ici aujourd'hui dans cette salle, indépendamment de tous nos autres statuts, et j'ai entendu parler beaucoup de consommateurs, consommatrices, mais voilà, quelle est votre accroche sur les mangeurs-mangeuses? Je vais prendre un exemple, la robustesse de nos nouveaux systèmes alimentaires potentiels, ça va être aussi la force des liens entre les mangeurs, les mangeuses et des personnes qui produisent leur alimentation, pour éviter ce qu'on a connu post-Covid avec la chute d'un coup des gens qui retournent au supermarché alors qu'ils avaient pris l'habitude de commander des paniers fermiers. Comment on évite ça? Et du coup, j'avais envie de parler aussi de démocratie, alors au sens fort, on va oublier ces partis politiques qui ne font pas d'intelligence collective, mais au sens fort, notamment de la démocratie directe ou délibérative, telle qu'on la voit en exemple dans les expérimentations de caisses alimentaires locales, et qui permet de
je trouve en tout cas une robustesse extrêmement intéressante dans tout ce qui se crée autour de ces collectifs locaux, qui arrivent non seulement à revivifier une démocratie qu'on a bien besoin, autour d'une question qui, encore une fois, est vraiment nous rassemble, parce que manger, on en a toutes et tous besoin 3 fois par jour, et qui peuvent recréer des liens, alors avec évidemment des limites, hein, notamment sur le lien avec le monde rural, la production agricole. Montpellier, par exemple, bah, c'est une grosse métropole, donc on voit bien qu'ils sont encore en train de travailler sur les liens, justement, et l'implication des agriculteurs, agricultrices dans le collectif, dans le travail. Mais voilà, pour ne pas faire trop long, je m'arrête là, mais je voulais vous entendre rebondir là-dessus par rapport à l'articulation et peut-être des exemples concrets de comment on implique aussi les mangeurs, les mangeuses, enfin pas que les impliquer, comment on les accueille aussi. Et une dernière remarque, pardon, je parle un peu trop longtemps, mais pour rebondir aussi sur la question de la pérennité des installations, une petite réflexion peut-être, est-ce qu'il ne faut pas penser aussi autrement nos carrières, nos métiers, et que peut-être on aurait intérêt toutes et tous à être beaucoup plus nombreuses à remettre des bras dans l'agriculture, alors pas en le faisant n'importe comment, en se prétendant boulanger, boulangère, quand on a juste fait du pain à la maison pendant le Covid, mais voilà, il y a peut-être quelque chose à réfléchir aussi sur nos trajectoires, et de se dire que de toute façon il y a une urgence, c'est de remettre beaucoup de monde au travail, dans les champs, on en a besoin, et puis à cuisiner aussi, hein, des produits de qualité, c'est une vraie question. Consommer des bons produits fermiers et cuisiner des produits bruts, c'est hyper important si on veut arrêter l'ultra-transformation et ses ravages. Donc voilà, pardon, je fais trop long, je m'arrête là, mais cette question de l'alimentation, de la cuisine, du faire ensemble et d'impliquer les mangeurs-mangeuses autrement qu'on a pu le faire jusque-là, je pense que c'est aussi une piste de robustesse intéressante. Allez, je démarre. Il y a plein de choses. Alors, peut-être la première chose, c'est que quand on mange, c'est le moment animiste de la journée. Donc, si on veut être un peu le petit point culturel, c'est ce qui nous reste de l'animisme, hein, quelque part. C'est qu'on célèbre les plantes, les animaux à table. Donc, c'est quand même notre lien très, très, très lointain, hein, quand même. Hein. Bon, donc, ça, c'est un petit. Quand on est des mangeurs, des mangeuses, c'est ça qui se passe, quand même. Après, une initiative qui va aller dans le sens de la sécurité sociale alimentaire et tout à fait dans ce que vous disiez, c'est une initiative qui s'appelle les petites cantines. Je ne sais pas si vous connaissez les petites cantines de Diane Dupré-Latour. Voilà, il y en a un peu partout maintenant. Alors j'aime beaucoup ce modèle-là parce que c'est des citoyens qui ne viennent cuisiner, donc ils ne savent pas ce qu'ils vont cuisiner, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger, ils ne savent pas avec qui ils vont manger et ils ne savent même pas combien ils vont payer parce que le prix est libre. Donc c'est le monde de l'incertitude. Et qu'est-ce que ça crée? Ça fait société. Alors c'est ça qui est incroyable, l'incertitude fait société. L'impossible devient possible. Voilà, on est vraiment là-dedans. Ben ça, voilà, c'est une très belle initiative qui, en effet, par l'acte de manger, est une école de la robustesse. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Si on monte en échelle, il y a un texte fondateur, hein, quand même, qui est malheureusement qui n'a jamais été ratifié, mais c'est la Charte de la Havane, qui est le texte partenaire de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Et c'était pas tout à fait, mais c'était quasiment une sécurité sociale alimentaire à l'époque, signée par 53 États, mais jamais ratifiée. Alors ça, c'est quand même une légitimité qu'il faut réactiver. Donc il y a un très bon bouquin de François Collard du Tilleul, qui est à Nantes, d'ailleurs, qui n'est pas trop loin, qui s'appelle La Charte de la Havane, un petit texte chez Dalloz et qui est très bien, et qui l'explique très bien. Donc ça peut être aussi un outil. Et peut-être sur la démocratie, en fait, il y a un point essentiel, à mon avis, dans la démocratie, c'est la notion d'équité. Donc pas d'égalité, hein, d'équité. On se construit sur les inégalités. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est que si on met que l'égalité, si on fait de l'homogénéité, bah ça y est, on repart dans la performance. Hein. Si on fait de l'équité, en fait, on se construit sur les inégalités pour que ce soit équitable. Bah, si vous voulez, les toilettes handicapées sont plus grandes que les toilettes pas handicapées. Voilà. Ça, c'est pas égalitaire, c'est équitable. Donc l'équité, alors pourquoi je dis ça? Parce que ce qui existe aussi, c'est les épiceries solidaires avec 2 tarifs. Ce qui est là aussi borderline illégal. Hein. Un produit, ça doit avoir un prix. Dans les épiceries solidaires, il y a 2 prix. Le prix solidaire et le prix grand public, on va dire. Tout ça, en fait, on commence à avoir des... Enfin, ça fait un petit moment que ça existe, hein, mais ça permet de penser à des formes de démocratie locale, hyper locale, enfin micro-locale. Et peut-être pour vous donner un autre exemple aussi d'initiative que j'ai trouvé intéressante, c'était quelqu'un que j'avais croisé qui était responsable des magasins Carrefour en Belgique. Là, on passe dans un autre monde, là, évidemment, la grande distribution. Mais lui, il avait bien vu qu'il y avait des choses à expérimenter et il avait fait une expérience donc, avec des paysans qui vendaient directement à leur magasin Carrefour du coin. Donc là, une forme de démocratie locale, d'économie locale. Ils venaient avec leurs produits et c'est eux qui imposaient le prix. Et c'est le magasin Carrefour qui devait accepter finalement au prix de ce que demandait le paysan. Et après, bon, ils faisaient leur marge, hein, évidemment, hein, mais c'était le paysan qui déterminait le prix.
Ils l'ont fait dans un magasin pour voir si ça allait marcher. Ça a super bien marché. Donc, ils l'ont fait dans plein d'autres magasins Carrefour. Et ça a commencé à se répandre. Et puis, un jour, il y a un bureaucrate chez Carrefour qui a dit « on va mettre des QR codes dans les rayons ». Alors, quand on met des QR codes, c'est une histoire de logistique pour remettre rapidement, il manque 3 pommes, il faut remettre 3 pommes. Ah ben là, un paysan, il ne peut pas venir faire son déplacement pour remettre 3 pommes dans un rayon, et ça éteint l'initiative. Alors, c'est quand même très dommage, mais il y a quand même une preuve de principe. C'est qu'en fait, tout ça, ces projets avortés, là, ils ont été documentés. Donc, on peut les réactiver aussi. Et tout ça, pour moi, c'est de la démocratie, finalement. Et toujours pareil, c'est des questions d'équité. Et d'équité, notamment, qu'est-ce qu'on donne aux producteurs primaires, qui est quand même le nœud de l'affaire. Et sur repenser, alors je fais vraiment des bullet points, hein, mais repenser nos carrières, alors ça, c'est un point essentiel. Et c'est, en effet, ça donne la profondeur de la révolution dans laquelle on est. Tout change. Donc, le client n'est plus, enfin, le citoyen n'est plus un consommateur, c'est un acteur. Donc ça veut dire que par exemple les supermarchés coopératifs, donc par exemple comme la Louve à Paris, les clients, ils passent un jour par mois ou par semaine, je ne sais plus, derrière la caisse. Alors en fait, ça mélange, quoi, en hybride, hein, vraiment, hein, dans tous les sens. Ça veut dire qu'en fait, en termes de RH et tout ça, ça change, enfin de ressources humaines, ça change pas mal de choses, quoi, hein. Groupement d'employeurs aussi, évidemment, ça vous connaissez bien, mais on hybride, quoi. C'est les pêcheurs qui redeviennent des paysans, comme c'était le cas en fait il y a longtemps. En fait, on est en train de revenir vers ça. Et en fait, ça, c'est des choses. On peut s'ouvrir à des choses qu'on n'oserait pas faire avant. Par exemple, un réparateur peut réparer des choses dans plein de domaines différents. Enfin, voilà, ça hybride de nouveau très fort. Ça, c'est une école de la démocratie aussi. Que si on commence à avoir différents métiers, d'être un petit peu polyvalent dans ce sens-là, on va mieux respecter. Si je prends l'exemple des supermarchés coopératifs, il y a beaucoup moins de tension entre les caissières et les clients. Parce que évidemment, on sait mieux ce que c'est que d'être derrière la caisse, quoi. Non, moi, je voulais juste faire un mot, faire à nouveau un petit peu de pub pour le RMT et les travaux du RMT. Donc, je vous invite en effet à regarder. C'est vrai que dans le RMT, on s'est intéressé, notamment, il y a eu un petit projet affilié au RMT avec mon collègue Frédéric Vallée sur les initiatives de démocratie alimentaire, donc qui sont diverses, mais qui sont posées un certain nombre de questions, c'est-à-dire la démocratie, qui la décide? À un moment, les initiatives de sécurité sociale de l'alimentation. Est-ce que finalement, tout le monde a envie de manger bio local? Est-ce que ce n'est pas non plus une nouvelle norme de certains qui pensent ce qui est bien pour d'autres? Donc voilà, toujours le RMT se questionne. Justement, on pose des questions, on n'apporte pas des réponses, mais en tout cas, je vous invite à regarder ça. On a également, il y aura un atelier qui reviendra sur la question aussi des initiatives de solidarité alimentaire plus ou moins démocratiques, donc avec mon collègue Jean Tassin d'INRAE cet après-midi, donc ça permettra de faire le lien avec les ateliers. Mais vous avez raison par contre, c'est cette idée qu'on ne réduit pas le consommateur, enfin le consommateur est aussi citoyen, donc il y a un petit projet également qui s'appelle Céréales locales qui vient montrer le rôle des citoyens dans le développement des filières locales, des citoyens qui peuvent contribuer justement à des fonctions, à créer des chaînes de valeur avec de l'entraide, avec aussi en réhabilitant des moulins, enfin il y a plein d'actions possibles pour travailler sur ce renouveau de l'alimentation locale. Donc voilà, on réduit pas, enfin le RMT réduit pas l'individu au consommateur, mais bien en montrant justement tous les rôles qui se recomposent aussi, avec voilà, des fonctions qui peuvent être assurées par les uns et par les autres. Donc voilà, on vous remettra justement, c'est l'occasion de remettre en avant un certain nombre de travaux, de rapports, de documents, d'articles qui ont été faits par les membres du RMT. Je m'arrête là parce que je pense que il est temps. Merci beaucoup. Il y a cette heure du midi qui va servir justement à prolonger les petites questions et puis les réflexions qui viennent de s'ouvrir ici. Donc, n'hésitez pas. On a 1 heure devant nous. Moi, on a un peu plus d'1 heure devant nous parce qu'il est un peu passé 12h38. On reprend à 14h et moi, j'aurai ma petite clochette à 13h45 pour vous rappeler d'aller revoir donc les ateliers auxquels vous êtes inscrits. Il y a donc à la table de l'accueil une petite liste où vous pourrez retrouver où vous vous situez. Donc cet après-midi, il y a des séquences qui se passent ici, mais il y a aussi des séquences qui se passent à l'étage. Et du coup, quand c'est le cas, il faudra se retrouver vers les tables d'accueil parce qu'il faudra monter groupé en ascenseur ou à pied, mais en tout cas, monter groupé pour se retrouver dans ces salles-là. Il y a aussi des grands panneaux donc, avec les ateliers. Et puis, on va venir vous présenter le repas de ce midi
qui a été... et donc, il y a Praden, Méso, qui va venir présenter ce que nous mangerons ce midi. Et que voulais-je vous dire de plus dans toutes ces informations pertinentes? Oui, il y a beaucoup d'informations pertinentes. On va vous proposer juste une petite photo de groupe avant de partir déjeuner. Donc, si vous avez envie d'être sur cette photo pour symboliser un peu notre réseau, parce qu'on ne se voit pas si souvent. Hein. Le dernier gros colloque qu'on a fait, c'était quand même 2019. Donc, on a besoin de renouveler notre bibliothèque de photos. Donc, vous pouvez venir ici. Donc, on va d'abord vous présenter le déjeuner. Et puis, quand ce sera fait, vous pourrez juste venir ici et derrière pour prendre une petite photo de groupe. Et donc, il y a Olne qui va venir vous présenter le déjeuner. Et juste avant ça, on vous cite pas mal de ressources du RMT. Tout n'est pas tout à fait en place sur le site parce qu'on est en train de travailler très fort sur la mise en avant des ressources. Donc, avec le compte-rendu de cet événement, on espère bien pouvoir vous rendre toutes les ressources les plus accessibles possibles. Voilà. Donc, si vous ne trouvez pas quelque chose, on en est désolé, on vous le rendra accessible très vite. Et si vous êtes très pressé, vous pouvez nous envoyer un mail pour qu'on vous l'envoie. Oui. Ah oui, pour les questions pratiques, vous pouvez laisser des affaires dans la salle. On va manger juste derrière, là, juste à côté, et vous pouvez revenir les chercher, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors la salle n'est pas fermée à clé, mais du coup, on est vraiment juste à côté pour déjeuner. Voilà, et il y a Olne qui est là. Et donc, pour le détail logistique, effectivement, à gauche pour manger, vers le hall nord, et pour le café et le thé, sera de retour sur le hall sud pour que vous vous retrouviez bien. Alors, Olne, que nous proposes-tu? Qui je suis? Je commence par dire qui je suis ou par dire ce que vous allez manger? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Je vais me présenter. Je vais présenter un peu le collectif de la ferme, un peu qui on est succinctement. On fera le reste des détails plus en détail ce soir. Avec quelque chose qui exposera un peu plus ce qu'on essaye un peu de mettre en avant sur la ferme. Donc moi je représente le collectif Praden, qui est à la base la ferme créée par mon père, qui a été créée en 86 et qui a été reprise par mon frère en 2018 qui s'est agrandi par la suite avec l'arrivée de plusieurs personnes sur la ferme. Donc on a déjà un modèle d'agriculture diversifié, on avait déjà des vergers, du bœuf en pâturage sur la ferme. Donc on a déjà cette logique d'agro-système qu'on essaye de mettre en avant, où l'animal est avant tout un collègue de travail, donc qui ne vient pas en concurrence à l'alimentation humaine. Donc ça, c'est un petit peu toute la logique dans laquelle on développe la ferme. Et puis on se structure aujourd'hui de plus en plus en collectif, puisque moi j'ai rejoint la ferme il y a 3 ans. Goulven qui s'occupe de la partie arboriculture, cidriculture, vinaigre, etc. Les jus de pommes que vous avez bu ce matin, qui lui est arrivé en 2018. Il a fait 4 ans à 1 jour par semaine à apprendre le savoir-faire de mon père sur la partie cidre, de mon père et de mon frère. Et puis mon frère lui a légué l'activité en 2022, donc il est totalement autonome depuis 2022 sur son activité et travaille sur levure indigène, sur des cidres vivants et voilà, de plus en plus complexe, travailler tout en gardant la trame ancestrale. Donc c'est un petit peu ce que représente notre ferme. C'est un mélange entre des personnes qui ont été toujours dans l'agriculture, qui ont du savoir-faire, qui transmettent. Et Goulven, c'est un super exemple parce que pour le coup, c'est un peu le Nima de la ferme. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, le Nima, mais donc c'est une personne qui est non issue du milieu agricole initialement, et qui aujourd'hui apporte aussi un petit peu un vent de renouveau avec un autre passé, une autre culture, une autre expérience, et du coup amène aussi un mélange des genres, entre guillemets, où l'agriculture se modernise tout en gardant un savoir-faire historique. Et du coup, c'est un petit peu tout ça qu'on essaye de travailler. Et pour ma part, moi j'ai fait 10 ans de cuisine, et je suis revenu sur la ferme dans l'objectif de produire, transformer et vendre tout ce que je mets dans l'assiette de mes clients. Donc là, je suis sur la première phase en valorisant les cochons de la ferme en charcuterie salaison et l'activité traiteur. Et puis on a ouvert aussi un restaurant éphémère cet été sur la ferme. Donc c'est aller dans cette continuité, créer de la biodiversité, créer aussi de la diversité, nous, dans nos activités, et créer un peu cette abondance. Et on a aussi Sybille qui nous a rejoint, qui avait 2 restaurants à Rennes, donc qui est aussi issu du milieu de la restauration, qui avait 2 restaurants à Rennes et qui a monté un four à pain pour
pour faire son propre pain. On a aussi les céréales de la ferme Drao, que vous connaissez, qui est en bière. Donc on s'occupe de semer son orge. Donc il y a tout un écosystème synergique qui se crée entre la production agricole, la production alimentaire et le lien à la ville, qui nous paraît aussi très très important, puisque la finalité aujourd'hui, c'est qu'on travaille avec des restos qui sont engagés dans une démarche aussi de produits vivants, plus humains, plus durables. Et ça nous permet d'aller aussi transmettre ce savoir à la ville. Et ça, c'est important aussi de reconnecter la ville et la campagne. Et typiquement, on a ces profils. Nous, on est un peu dans l'entre-deux. On a à la fois vécu à la ville, vécu à la campagne, et on vient saisir les enjeux, les opportunités aussi de chaque espace pour aussi recréer du lien. Où il y a, on trouve aujourd'hui un point de rupture parfois entre les villes et la campagne, une sorte d'incompréhension. Et par l'alimentation, voilà, nous, on n'a pas besoin de parler. On fait à manger, on fait des trucs, et ça parle ou ça parle pas, mais en tout cas, on y met du nôtre. Et je pense que c'est aussi le plus important aujourd'hui de s'engager réellement dans ce qu'on fait. Que mangerons-nous ce midi? Du coup, au niveau du repas, donc ce matin, vous avez eu la brioche qui est issue du fournil de Sibylle, que vous avez eu à la pause. Ce midi, on a travaillé à la fois sur le végétal et sur le cochon de la ferme. Donc il y aura une lasagne végétarienne à base de shiitake pleurote et un mix de légumes que j'ai trouvé au marché. Et il y a plein de choses, hein, vous verrez, mais tout marche bien. Et puis ouais, une lasagne avec le cochon de la ferme, un peu dans cet esprit-là. Pour terminer, il y aura un fromage blanc qui est de la ferme du Gros Chêne. Pareil, c'est des voisins, ils bossent sur des races ancestrales, et en fait c'est des laits qui ont beaucoup plus de matière grasse, de goût, beaucoup plus goûté. Et moi, à chaque fois, c'est du gros kiff. Donc ça paraît un simple fromage blanc, mais il porte beaucoup plus de choses. Et voilà, pour ce midi, c'est déjà pas mal. Donc, et pour le reste, je vous raconterai ce soir. Bon appétit. Eh ben, venez-vous-en pour la photo, ceux et celles qui veulent, et ceux qui ont trop faim, ben voilà. Pas de repas sans photo, me dit-on. Pas de repas sans photo. J'ai bien compris le message. J'imagine qu'il y en a qui peuvent se mettre derrière. Oui, ça va. On va se mettre derrière. Bah non, mais restez devant. C'est bien derrière. Non, mais c'est bon, on nous a vus déjà. Enfin, moi, en tout cas. Alors, venez donc. Allez, venez, on a tous faim là. allez, en place. Là, le photographe est là, hein, donc vraiment, ça va, il n'y a pas de petit grand, normalement ça ira bien. Faut vous mettre devant, derrière, voilà, il est en haut. Ah ça, il y a la queue. Ouais, faut oser venir devant si tu veux. Ça arrive. Juste pas se mettre derrière le kakémono, mais sinon...